Le match dans le match enfile les gants aujourd'hui puisque je reçois un triple champion du monde en titre et peut-être bientôt triple champion d'Europe de savate, 77 combats à son actif, 71 victoires dont 41 par KO. Damien Fabregas est mon invité aujourd'hui. Bonjour Damien, comment ça va? Ça va très bien et toi Mathieu? Très bien, très bien. Heureux de vous recevoir parmi nous, recevoir un champion du monde qui plus est. Vous êtes en plein préparatif, pleine préparation avant le championnat, la finale du championnat d'Europe qui va avoir lieu ce week-end. À l'heure où on se parle, ce sera diffusé plus tard, mais à l'heure où on se parle, votre combat est dans 6 jours, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est dimanche. Les finales, elles ont lieu dimanche. Voilà, donc là, on est en fin de préparation dans les starting blocks. Comment ça s'est passé cette préparation? Non, ça s'est bien passé, pas de bobo. J'ai effectué les tours de poule, les tours qualificatifs il y a un mois. J'avais 2 entorses au genou, donc ça a été un peu compliqué les tours qualificatifs, mais là j'ai eu le temps de bien reposer. Et je suis dans les bonnes conditions pour faire mon combat cette fois-ci. Vous êtes dans quel état d'esprit avant cette finale? Franchement, je suis toujours dans le même état d'esprit avant un combat. Je suis concentré, déterminé. Mais voilà, j'ai hâte. On s'est affronté déjà avec mon adversaire. On s'est déjà affronté en tour qualificatif. C'est ce que j'allais vous demander. Vous le connaissez, votre futur... On s'est boxé déjà. On s'est boxé. J'ai gagné un tour qualificatif. Mais c'était un combat bien engagé. Je l'ai touché à la première reprise, je l'ai compté. Et je me suis un peu jeté. Il m'a recompté quelques secondes derrière. Donc ça faisait un contre chacun. Et bon, je gagne après au point sur les 2 derniers rounds qui restent. Mais ça promet un bon match. Ça promet un bon match. Vous êtes confiant? Je suis jamais confiant. C'est un combat de boxe et il faut prendre au sérieux tout le monde. D'ailleurs, sur les tours qualificatifs, je pense que c'est ce qui m'a valu l'erreur que de me faire toucher, de peut-être être un peu trop confiant. Donc, je veux pas que l'erreur se reproduise une deuxième fois. Et on va faire le travail. On a bien travaillé, on va faire le travail. Damien, on va s'intéresser un petit peu plus à vous, à votre carrière. Ouais. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer une petite photo. On va faire un petit jeu ensemble. Voilà 3 visages. Quels sont vos points communs à tous les 3? Oh, abnégation. On va dire un mot. Il y a plus simple. Alors, il y a 2 points communs que j'aimerais que vous trouviez sur ces trois sportifs différents. On peut pas dire la coupe des jeux. Non, pas du tout. Moi, j'aurais dit persévérance. Allez, je vais vous donner la réponse. Nous avons en haut Cesc Fabregas, champion du monde espagnol avec l'Espagne. Nous avons au milieu Ludovic Fabregas. Ah, c'était sur ça qu'on essayait de me chercher. Oui, j'avais reconnu. Nous avons donc 3 Fabregas. J'avais reconnu Ludovic Fabregas, mais j'avais pas reconnu en haut. Je suis pas trop le foot, un petit peu de loin. Ouais, du coup on a le même nom de famille. Vous avez le même nom de famille et vous êtes tous les 3 champions du monde. C'est ça, mais celui du milieu en plus on est du même endroit. On est du même département. Un petit peu avec Ludovic. On se connaît pas du tout. Il est de Bagnols-sur-Mer. Alors moi j'ai de la famille du côté un peu loin, qui est de Bagnols aussi, donc s'il faut, il y a un lien, je sais pas. Mais on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en plus, mais on a le même nom et on est à peu près de la même zone. Fabregas est donc un nom de champion du monde, si j'en crois ce qu'on voit ici. Bon, ce qui serait bien donc maintenant, ce serait de faire quelques enfants et de les inscrire dans les sections sportives de Monaco, ça nous intéresserait du coup. Allez, on va revenir sur votre carrière, Damien. Tout d'abord, les sports de combat, pour vous, ça commence quand et ça commence comment? Alors, ça commence, les sports de combat, à 12 ans, quand je rentre au collège. Alors, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est tout l'opposé de ce que je suis devenu maintenant. Un garçon assez renfermé, pas renfermé, je dirais plutôt timide, qui avait tendance à me faire marcher dessus assez facilement. D'accord. Ouais. Mon père, il me met à la boxe, en fait, parce que... Je vais raconter l'anecdote. Je vais raconter une anecdote marrante. Je faisais des matchs de foot, et j'allais parler avec les attaquants d'en face pour pas qu'ils me bousculent et qu'ils me mettent trop des coups d'épaule trop fort. Et mon père, il disait non, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Il avait honte, quoi. Il me voyait, il disait non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc mon père, il me met à la boxe un peu comme ça pour me défendre au début. Puis j'avais un très bon ami à mon père, manque de cœur, qui faisait de la boxe et quand j'étais plus jeune. Et donc mon père l'a inculqué un peu comme. Je savais qu'il avait fait des championnats et tout ça. Moi, je le voyais, waouh, comme. J'adore ça. Et puis j'ai commencé la boxe un peu comme ça, en le voyant comme une vitrine, une idole.
Et au fur et à mesure, bon, ça a été un peu compliqué au début de la boxe et voilà, j'en suis arrivé avec du travail, de la persévérance, j'en suis arrivé là. Il vous a inscrit au club de Millas, c'est ça? Non, j'ai commencé la boxe à Serré jusqu'à Serré, c'est le village natif où je suis. D'accord. Et j'ai commencé la boxe à Serré jusqu'à ce que j'ai 17 ans. À 17 ans, après je suis changé, je suis allé à Millas avec Jean-Pierre. Pour décoller. Ouais, c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats en compétition. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, personnellement, dans la boxe quand vous avez découvert cette discipline? C'était assez contradictoire parce que j'étais très turbulent à l'école. Ouais, j'ai toujours été hyper actif, très turbulent, et c'était un endroit où je pouvais m'exprimer librement. On va dire librement, ouais, et on me disait pas tout le temps arrête de bouger, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Ça vous canalisait aussi? Ça me canalisait, et puis ça m'a donné un cadre, honnêtement, parce que j'ai toujours eu du mal à respecter les règles qu'on m'imposait. Et la boxe, t'as pas le choix en fait. Tu viens d'une salle, tu fais comme tout le monde et t'écoutes ce qu'on te dit de faire. Et puis il y avait ce truc où j'aimais ce que je faisais, alors j'acceptais d'écouter les règles. Et voilà. Et j'en suis arrivé. Il y a énormément de disciplines dans les sports de combat. Peut-être qu'on peut expliquer pour les téléspectateurs qui connaîtraient pas les subtilités de la savate, qu'est-ce que c'est? Alors la savate boxe française, c'est un sport point-pied, où on a des chaussures. C'est la spécialité en fait de la boxe française, c'est du pied-point, sauf qu'on a des chaussures et on peut pas taper avec les tibias. Le sport est vachement codifié. Voilà, c'est les spécialités que il y a le kickboxing. Le kickboxing, on est pieds nus et on tape on peut taper avec les tibias. Le K1, c'est pareil, mais on peut rajouter les genoux. D'accord. Discipline que je pratique aussi. Donc c'est un peu plus light. C'est un peu plus light que le kickboxing. Alors je dirais pas que c'est plus light, je dirais que c'est plus réglementaire. D'accord. Voilà. C'est la boxe française, tu dois donner les coups de pied d'une certaine manière, ils doivent être armés, pivotés. Tu peux pas balancer les coups de pied comme ça. L'arbitre est plus strict sur les réglementations. Donc c'est ce qui spécifie la boxe française, mais c'est un sport très technique. Ça donne vraiment une très bonne éducation sportive pour après, si on souhaite dérouler dans d'autres sports de combat, quoi. Franchement, c'est une bonne école. Damien, vous intégrez Millas, vous le disiez tout à l'heure, à 17 ans, et votre carrière, elle décolle à partir de 21 ans, en 2018 à peu près, avec coup sur coup 2 titres de champion de France en élite B, puis en élite A aussi, et cette même année, un titre de champion d'Europe direct. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que ça a été des années dans l'ombre des années dans l'ombre où ça marchait pas, et puis je pense que je pars au Crêpes de Toulouse, donc à 17 ans, à la sortie du bac. Ça se passe pas bien. Je me fais virer parce que j'avais pas de projet professionnel, tout ça. Donc je me retrouve à rentrer chez moi, à Perpignan. Bon, mes parents, quand même, c'est le Crêpes de Toulouse, le Pôle France. Tu finances, quoi. C'est pas rien. Je viens pas d'une famille aisée particulièrement, donc mes parents qui payaient les études, ça représentait quelque chose, quoi. Ça se passe pas bien. Je me retrouve viré, et donc je me retrouve chez moi avec un ultimatum, en gros, j'arrête ou je fais quoi? J'arrête la boxe, quoi. Et au final, en fait, je me suis servi de cette force où j'étais au plus bas, où j'avais passé toutes mes années juniors, où je performais pas, j'arrivais pas à avoir mon objectif, et j'ai arrêté de boxer pour le titre, pour mon objectif. Je me suis mis à boxer juste pour le plaisir de boxer. Et le jour où j'ai changé mon état d'esprit, que je me suis mis à penser comme ça. C'était un déclic? Mais ça a été un déclic de folie. Les gens ont dit mais c'est pas possible, comment? Et au final je galérais quand même parce que dans un Pôle France, c'est 2 entraînements biquotidiens par jour, des entraîneurs qualifiants qui nous cadraient vachement. Je veux dire, j'avais tout pour réussir, quoi. Des structures de haut niveau, c'est top. Mais je pense que c'était mental, et j'ai eu besoin d'avoir ce déclic, justement, de toucher vraiment le fond pour comprendre la chance que j'avais, et voilà, et j'en suis arrivé là. Je me suis enlevé cette pression et j'ai pris confiance en moi, ce que peut-être j'avais pas avant vraiment. J'ai pris confiance en moi, je suis monté. Puis la pression descendait et je montais. Et j'en suis arrivé en 1 an, à avoir. C'était une année vraiment, vraiment importante pour ma carrière sportive. Quel souvenir vous gardez de ces premiers titres professionnels? Souvent, ça marque les sportifs. Ça m'a marqué. Les tout premiers titres marquent l'histoire. La sensation que j'ai eue dans mon premier titre de champion de France, je l'ai plus jamais retrouvé. C'est vrai. Ouais, parce qu'en fait c'était un rêve. Vous avez été champion du monde. Non, j'ai été champion du monde, mais je vais vous dire la vérité, j'ai ressenti moins de choses en étant champion du monde qu'en étant champion de France. Parce que moi c'était pas prévu que je me retrouve tout ça. Moi j'avais que en tête de devenir champion de France, c'était mon rêve en fait. Je m'accordais pas le droit de rêver plus haut. Moi je m'accordais le droit d'être champion de France, et je rêvais d'être champion de France, et le jour où j'ai eu ça, tout derrière ça a déroulé. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais capable d'aller plus loin et de faire plus. Et
Voilà, j'en suis arrivé là. Ouais, ça a déroulé dès l'année d'après, puisque vous gardez votre titre de champion de France et vous devenez champion du monde. J'ai vraiment subi une pression dans mon parcours en cadet junior, de me raccorder trop à mon objectif et au final en oublier que c'est un sport. Si tu le fais, fais-le à fond, avec le cœur surtout, amuse-toi, prends du plaisir. Mais ça, c'était dur pour moi, je subissais beaucoup la pression. D'ailleurs, j'étais fort aux entraînements, et les gens ne comprenaient pas comment je faisais des perfs comme ça sur les compètes. À la salle, j'étais un des meilleurs pour les jeunes qu'il y avait, et j'arrivais en compétition. Comment? C'est pas la même personne qu'on voit à la salle. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que j'ai tiré de ma plus grosse faiblesse, ma plus grosse qualité. Sur les réseaux, vous parlez souvent des sacrifices que vous avez, de tous les sacrifices que vous avez eu pour votre carrière. Ouais. Vous en avez eu de nombreux, des sacrifices. Vous avez beaucoup sacrifié pour votre carrière, justement. Ouais, j'ai beaucoup sacrifié pour ma carrière. J'ai passé, je pense, une jeunesse sacrifiée à mes rêves, à vouloir obtenir mes objectifs. Et évidemment, quand on est jeune, c'est une vie à part, la vie de sportif de haut niveau. La vie de boxeur, encore plus parce qu'on a du poids à gérer, mais la vie de sportif de haut niveau, c'est vraiment une vie à part. Moi, je suis beaucoup famille, amis, j'aime faire la fête comme tout le monde. Et pour performer, à un moment donné, il faut vraiment mettre ça de côté et se concentrer sur son objectif. Et donc oui, c'est des sacrifices pour moi, comme tous les autres sportifs de haut niveau, je pense, font. Mais c'est des sacrifices que j'ai eu l'intelligence de m'imposer assez vite. Il y a quelque chose qui m'intéresse, vous avez remporté 41 combats par KO. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on met quelqu'un KO? Est-ce que on est partagé entre la joie et l'inquiétude pour l'autre? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude quand même pour l'autre? Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Alors quand c'est des coups au corps, moi j'ai mis pas mal de hors-combat avec la chaussure en boxe française. Je maîtrise bien la chose et la pointe de la chaussure, c'est une arme redoutable qui fait super mal. J'ai mis pas mal de hors-combat comme ça. Pas tous, mais une bonne partie. Quand c'est des coups au corps, on voit l'adversaire s'effondrer. Je sais que c'est pas grave. Enfin, j'ai déjà eu des perforations du foie et il y a déjà eu des choses graves suite à ça, mais dans l'ensemble, c'est quand même moins grave qu'un KO cérébral. Voilà, après, ça m'est déjà arrivé de mettre des vrais hors-combat cérébral. Une fois, un adversaire je mets une jambe, il titube. Là, c'est inquiétant. Là, j'ai pas accordé de... Comment dire? J'étais content de ce que j'ai réalisé parce que c'était le coup parfait. Bien sûr. Mais très rapidement, quand tu vois qu'au bout de 20 secondes, le gars il titube, non, tu comprends que ça peut être vraiment grave et la joie, elle redescend. On n'en a jamais marre de prendre des coups? Le but, c'est de ne pas en prendre. Soit clair. Le minimum. Le but, c'est de ne pas en prendre. Mais après, c'est un sport de combat où on s'engage. Ouais. Et je veux dire, moi, je suis un boxeur, mais je suis un guerrier avant tout, un combattant. Et quand on a un style de boxe comme j'ai moi, on sait que ça fait partie du risque. Si tu joues, tu acceptes de mettre l'autre KO, mais tu acceptes qu'on puisse te mettre KO aussi. Sinon, tu boxes pas de cette manière-là. Moi, j'ai été caractérisé par cette façon de boxer-là. Et voilà, c'est les risques à prendre quand tu pars pour des combats comme je pars chaque fois, c'est le risque à prendre. Et évidemment, on essaye de minimiser la chose. D'ailleurs, c'est le travail sur lequel je lutte depuis des années pour essayer de ne pas être trop généreux parfois. Parce que bon, les coups, il y a une carrière derrière, quoi. Je veux dire, ça fait la boxe pied-point, ça dure jusqu'à 30-35 ans maximum, et après, la vie, elle s'arrête pas là, quoi. Votre deuxième couronne mondiale, vous l'obtenez en 2021, l'année du Covid. Ça a été une année très spéciale. Comment vous l'avez vécu? Le Covid. Cette période, en fait, ce titre mondial au milieu de tout ça. J'ai cru que vous aviez même été testé positif avant la demi-finale, je crois, c'est quelque chose comme ça, avant un combat. J'avais pas été testé positif. J'avais déjà fait des tests antidopage. Vous aviez fait des tests? Ouais, j'en ai fait pas mal. Mais j'ai jamais été testé positif. La période Covid, elle a été difficile pour beaucoup de boxeurs. Beaucoup de sportifs. Beaucoup de sportifs. Hein. De manière générale. De manière générale. Mais nous, c'est encore plus compliqué la boxe parce que on est des intermittents du spectacle. Pour ceux qui comprennent un petit peu, le foot, le rugby, beaucoup de sports comme ça, ils ont des contrats de travail. C'est des contrats. Donc vous êtes à la prestation. Nous, on a la prestation. Donc pas de combat, pas d'argent. On a la chance qu'on a une fédé, la Fédération française de boxe française, qui nous aide quand même. On a des aides sociales. Je veux dire, on est aidé. On est quand même bien aidé. Mais pas suffisamment pour pouvoir faire que ça. Il n'y a personne en France qui vit que de la boxe pied-point et de la boxe française.
ou en France peut-être très peu, mais dans les grandes organisations, en boxe française, il n'y a personne qui vit de la pratique uniquement. Donc ouais, c'était compliqué pour tout le monde. C'était très compliqué aussi pour moi parce que j'étais à cette phase où je commençais à faire du kickboxing, du K1, j'avais des ambitions plein la tête. Et ça m'a aussi remis sur la réalité du chemin de me faire comprendre que c'est précaire, quoi. La boxe, c'est un sport qui reste quand même précaire et voilà, ce qu'on partage et ce qu'on vit dans ces moments-là, je ne sais pas si je les revivrai dans ma vie parce que c'est des expériences fortes, mais voilà, faut pas compter que sur ça. Les 2 années suivantes, vous regagnez des titres de champion de France, de champion d'Europe et de champion du monde. Vous avez une ascension complètement folle. Damien, quels sont vos meilleurs souvenirs sur votre carrière? Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui? Je dirais qu'il est loin d'être terminé d'ailleurs. Ah ouais, dans toutes mes années là que j'ai passées boxe française, j'en garde vraiment que des très bons souvenirs, que ce soit les rencontres sur les équipes de France, les générations, les entraîneurs qui m'ont tous apporté, franchement, qui ont mis un peu de pierre à l'édifice dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont donné un peu d'eux. Non, vraiment, je garde que des bons souvenirs de ces années passées, voilà. Et donc, vous l'expliquez, vous êtes mis au K1 maintenant aussi, plus récemment. Plus récemment, ouais, depuis 2 ans à peu près, je me suis mis au K1. Une discipline où les Français sont pas trop mauvais, il me semble. Ouais, on a des bons Français, ouais. Une légende même, il me semble, en K1, c'est Jérôme Le Banner qui est... Jérôme Le Banner, au Japon. Jérôme Le Banner qui s'est fait connaître. On a Jérôme Le Banner qui est une des stars. Bon, il y en a d'autres. Pas que Jérôme Le Banner, mais Jérôme Le Banner, ça a été quand même un des précurseurs, de cette discipline. Quelqu'un que vous admiriez, vous, quand vous étiez jeune? Encore maintenant, encore beaucoup. Il combat toujours à 51 ans encore aujourd'hui. C'est fou. Ce mec, il a le besoin de boxer, de combattre. C'est dans les veines et c'est des choses que j'admire. Voilà, c'est des choses que j'admire. C'est quoi vos ambitions dans cette discipline maintenant? Moi, dans cette discipline, j'aimerais intégrer des grosses organisations. Le One, le Glory. Après, j'ai le problème que moi, je viens pas d'une grande ville, je viens d'une petite ruralité et il n'y a pas de grosse structure vers chez moi. Donc c'est un peu compliqué, j'ai pas de manager, c'est moi qui m'auto-trouve mes combats depuis 2 ans. Donc je fais mon chemin comme ça. J'ai conscience que... C'est difficile. Mais c'est très difficile. Parce que pour pouvoir pas performer, mais pour pouvoir se médiatiser dans ce milieu-là, ça demande d'être aidé, d'avoir des managers, tout ce qui suit derrière. Moi, j'ai pas tout ça. Donc je fais qu'avec mes moyens à moi. Et je sais que je pourrai aller plus vite. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis que si les choses doivent arriver, elles arriveront. Si elles ne doivent pas, on fera autre chose dans la vie. On boxera toujours tant qu'il y a le cœur, on boxera. Après, à quel niveau, je sais pas, mais tant qu'il y aura le cœur et que je pourrai me défier, je le ferai. En savate, donc on le disait, vous êtes en quête d'un 3e titre européen ce week-end. Peut-être aussi, vous allez défendre votre titre mondial l'année prochaine? Je pense pas. Non. Non, je pense pas. Je pense pas refaire le championnat de France l'année prochaine. Donc, je resterai sur des tournois, des galas en savate, mais l'année prochaine, j'arrête, je referai pas les championnats de France. Voilà, j'ai envie d'un peu voir autre chose. Vous avez 27 ans, Damien, aujourd'hui. De quoi vous rêvez maintenant? Vous êtes encore jeune, vous avez encore du temps sur votre carrière. Quels sont vos rêves aujourd'hui? Sportif. Ça peut être tout. Mon rêve, c'est de gratter un ticket. Il va m'en tomber 10 millions. Ouais. Non, mes rêves, c'est une bonne question parce qu'en fait, je crois que j'ai plus de rêves. J'ai plus de rêves, j'ai que des objectifs que je me fixe au fur et à mesure. Mais je dirais que j'ai plus quelque chose en tête qui m'anime autant que mes débuts quand j'ai commencé. Voilà. J'ai des objectifs, j'ai des choses que j'aimerais aller, que j'aimerais faire, mais c'est plus des rêves. C'est des objectifs. Voilà. Quels sont mes objectifs? Intégrer le One ou le Glory et avoir la ceinture. Et aller très haut. Et aller très haut, bien sûr. Mais c'est pas mon rêve, c'est mon objectif. Pas pareil. J'ai eu des rêves et ça propulse pas à la même intention. Super, merci beaucoup Damien d'avoir répondu positivement à l'invitation du match dans le match. On vous souhaite évidemment, même si quand ce sera diffusé, on saura déjà si vous êtes champion d'Europe ou pas, mais on vous souhaite en tout cas un 3e titre de champion d'Europe. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le match dans le match. Merci à Nicolas Ebersviller à l'édition et à toutes les équipes en technique, en régie. On vous souhaite une excellente soirée sur TV Monaco.